Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode qui retrace l'évolution de la littérature afro. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sylvie Nevian-Fourne depuis Cape Town, en Afrique du Sud. Bonjour Sylvie. Bonjour Lorraine, bonjour pour un meilleur, une Afrique. Alors, merci de nous accorder du temps aujourd'hui. On va parler littérature, on va parler de ton initiative INIA au Gabon. Et voilà, c'est vraiment un plaisir de pouvoir discuter de tout ça avec toi aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Je vais te demander, donc, en gros, en termes de littérature africaine, littérature afro, ces 30 dernières années, donc à peu près, savoir la facilité que tu as eu à trouver de la littérature, des livres, et puis j'imagine que tu as vécu dans différents endroits, voilà, selon les endroits où tu étais, cet accès à la littérature afro, comment ça s'est passé? Alors, ça tombe bien, il y a 30 ans, j'étais étudiante à Paris. Donc, donc c'est là-bas que j'ai découvert en fait la littérature africaine, parce qu'au Gabon, à l'époque où j'étais élève, je lisais des livres scolaires. Déjà, il n'y en avait pas beaucoup, mais c'était des classiques français. C'était vraiment que des classiques français que nous avions au programme. Ouais, que nous avions au programme. Donc, je n'étais pas vraiment très au fait de la littérature africaine. Et étudiante Là, en France. tu parles de quand tu étais de l'école en France. Non, de l'école au Gabon. J'ai fait mes études primaires et collège et le lycée au Gabon. Et pour mes études supérieures en France. Les étudiants étudiaient comme Oui, à l'époque, il y avait vraiment très, très peu de livres d'auteurs africains et d'auteurs gabonais encore moins, en tout cas de ce que j'ai dans mes souvenirs. Et donc, j'ai vraiment très, très peu lu de littérature africaine pendant les années collège, pendant les années lycée. Et donc, c'est arrivé en France étudiante que j'ai commencé en fait, je lisais toujours des auteurs. Je ne lisais pas beaucoup, hein, je lisais pour étudier, je lisais pour apprendre, par curiosité. J'avais une collection de que sais-je. Donc, c'était vraiment, je lisais un peu de tout, mais c'était surtout pour apprendre des choses. Je ne lisais pas de romans, ni des livres de loisirs. Pour moi, c'était vraiment une recherche de connaissances. Et donc, le premier livre africain, je me souviens que j'ai acheté, c'est Le soleil qui m'a brûlé, de Calix Beyala. Il venait de sortir en France. On en parlait à la télévision française et je l'ai acheté. Et donc, c'est le premier livre dans mes souvenirs d'un auteur africain que j'ai lu. Et après, j'ai continué à lire des auteurs. En fait, on avait plus de publicité sur des auteurs européens puisqu'on vivait là-bas. Et donc, j'ai de plus en plus essayé d'avoir des auteurs africains. Il fallait aller à présence africaine. Et l'offre n'était pas très, très riche en réalité. Bon. À l'époque, chez Présence africaine. Présence africaine, c'est une librairie. Oui, mais justement, donc à l'époque, ce que tu es en train de dire, c'est que l'offre n'était pas très riche à Présence africaine, ou bien pour moi, en fait, parce que l'offre que je trouvais, c'était une offre de Césaire, c'était plutôt de la diaspora. C'était plutôt des offres de la diaspora africaine, des auteurs sénégalais comme Senghor, mais il n'y avait pas une pléthore d'auteurs africains comme on voit aujourd'hui, en fait. D'accord. Ah, c'est intéressant, ça, ce que tu dis. Voilà. Donc, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, ça a vraiment évolué. C'est-à-dire qu'en fait, on parlait beaucoup, c'était des œuvres, ce sont des œuvres qui étaient sur la décolonisation, sur l'Afrique de manière générale, mais disons des romans, des choses où tu pouvais lire pour le plaisir, il y en avait très peu. C'était plutôt des offres que je qualifierais des offres de lecture politique, en guillemets, ou alors des textes sacrés d'Afrique, qui n'étaient pas forcément écrits par des Africains d'ailleurs. Voilà. Ok.
Donc, ouais, d'accord, non, mais c'est très intéressant. Donc là, quand on trace, on est en train de tracer. Donc là, tu es en train de nous dire, là, c'était il y a à peu près 20 ans, ce que tu dis, là, avec présence africaine. 30 ans, il y a 30 ans. Disons, il y a à peu près 30 ans. Et après, parce 30 que là, ans, mais c'est super 25 ans, intéressant, parce disons que là, on voit vraiment, tu un nous quart de montres, hein, ça siècle. nous montre hein, l'évolution. Oui, ça nous montre vraiment l'évolution. Aujourd'hui, on a une richesse. Je ne me souviens pas qu'à l'époque, il y a beaucoup de livres jeunesse, par exemple, d'auteurs africains. On lisait des livres, disons qu'on Ah, tu sais offrait, mieux on que nous moi, j'ai pas essayé de chercher aussi loin. J'ai pas essayé voilà. de chercher aussi loin ce qu'il y avait, l'offre qu'il y avait pour les enfants. Mais bon. Oui, non, il n'y avait pas beaucoup. Disons que c'était quelques aventuriers qui étaient venus d'Afrique et qui écrivaient des livres avec l'œil du touriste ou l'œil de celui qui a vécu en Afrique. Hein. Ce n'étaient pas des auteurs africains qui écrivaient pour les enfants africains. Il y en avait très peu, en tout cas. D'accord. Et quand est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu un boom, enfin un boom, si on peut dire boom, à quel moment Ouais. tu t'es rendu compte que peut-être que la production, que tu avais plus de facilité, que tu envoyais de plus en plus, ou que on en parlait de plus en plus à la télévision? Tu as vécu combien de temps en France? J'ai vécu 10 ans à Paris. Donc, Donc, les 10 ans que tu as fait, tu as senti une évolution sur l'augmentation de la littérature africaine, ou bien le fait qu'on en parle tout simplement, tu avais l'impression peut-être qu'on en je parlait un peu pense plus. il y a eu des auteurs qui se sont révélés pendant cette période-là. Mais comme en fait, il fallait être, en quelque sorte, pour être connu, il fallait qu'on parle de toi. Donc, depuis la France, il y avait vraiment une poignée d'auteurs africains qu'on mettait en exergue et c'était toujours les mêmes. Et je suppose que pendant ce temps, il y avait effectivement, il y avait certainement des auteurs en Afrique qui peut-être auraient pu être connus par la diaspora ou aurait pu être connu de manière internationale, mais qui n'avait pas il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toute, Oui, voilà. Le fait de ne voilà, pas être dans le lieu où l'information, enfin, voilà. Le fait de ne pas être publié depuis la France faisait peut-être en sorte qu'on les connaissait moins, quoi. voilà. D'accord. Si on s'intéresse un peu plus à la littérature jeunesse, donc ça veut dire, là, je dirais quand tu es devenue maman, est-ce que tu t'es intéressée à comment tu faisais pour les livres quand tu voulais donner de la lecture Non, à mais tes enfants? forcément, on était dans les livres standards, hein, parce que bah, la littérature jeunesse du côté Europe prenait vraiment une belle ampleur. Donc, on avait maintenant, je ne sais pas, des collections assez intéressantes. Hein. Ce n'était pas forcément de la littérature africaine, mais ce sont des sujets qui intéressent tout le monde. Donc, les enfants allant dans des écoles françaises, forcément, ils lisaient des livres pour tout le monde. Hein. Il n'y avait pas forcément une envie chez moi de rechercher à l'époque. Il n'y avait pas forcément une envie chez moi de rechercher les auteurs jeunesse africains. D'accord. Et du coup, donc là, tu as fait donc là, tu étais en France avec les enfants. Après, tu es rentré au Gabon. Oui, en fait, bon, j'ai eu mon premier fils en France. On est rentré, il était très jeune, hein, il devait avoir 1 an quand on est rentré au Gabon. Et donc, les autres enfants, je les ai eus au Gabon. Et en réalité, j'achetais beaucoup de livres pour mes enfants, moi-même n'ayant pas eu beaucoup de livres dans ma jeunesse. Hein. J'achetais beaucoup de livres pour mes enfants dans mes différents voyages. Mais j'avoue qu'avec du recul, je ne recherchais pas forcément des livres d'auteurs africains. Vraiment, l'envie de livres d'auteurs africains est née avec le projet INIA. Mais de toute Parce que façon, même quand tu allais, parce que tu achetais en librairie, où est-ce que tu achetais exactement? j'achetais en librairie, j'achetais dans les aéroports, Et bien j'achetais justement, donc dans les les aéroports kiosques, et les voilà. librairies, quand tu Mais voyais dans les l'offre, est-ce que tu aéroports et les voyais même, librairies, il y avait très peu d'offres d'auteurs africains. Donc, du coup, on prenait ce qu'on avait. Hein. mais est-ce qu'ils étaient même visibles? C'est ce que je veux dire. Est-ce que tu la voyais même cette offre? Non, je ne la voyais pas, donc du coup, je n'y pensais pas. Et je pense que si je l'avais recherchée, si je la voyais, peut-être que ça m'aurait fait tilt, mais je ne la voyais même pas. Donc du coup, tu achètes ce qui est disponible pour les enfants, les Oui, titres qui oui, te sont voilà. donnés. Et puis voilà, il n'y avait pas vraiment une vitrine pour les livres jeunesse, les livres de manière générale d'auteurs africains, que ce soit adulte ou jeunesse.
D'accord. Et quand est-ce que tu as eu le déclic maintenant pour la littérature, de africaine. t'intéresser vraiment à savoir ce qui était proposé, ce qu'offrait donc la littérature africaine. Quand est-ce que tu as eu ce déclic? Avec du recul, je réalise que ma bibliothèque était riche, mais riche de livres d'auteurs du monde, d'auteurs français de manière générale, et très peu de livres africains. Parce que quand j'ai ouvert IMIA il y a 10 ans, c'est d'abord ma bibliothèque personnelle que j'ai mis à la disposition de ce projet. Et j'ai réalisé à ce moment-là que j'avais lu très peu d'auteurs africains et que si je voulais offrir des livres dans une bibliothèque de proximité à des Africains, il fallait que j'ai un peu plus de livres d'auteurs africains. Donc, je me suis intéressée d'abord aux classiques africains. Donc, j'ai fait l'effort d'acheter les classiques africains pour les mettre à la disposition des lecteurs, c'est-à-dire les livres comme L'Enfant Noir de Kamara Lai, Le Mandat de Sembène Ousmane, Les Bouts de Bois de Dieu, Une vie de boy. Ces Disons fameux les grands classiques, classiques, en effet. en fait, les grands classiques africains, les livres de Birago Diop, d'Amadou Ampateba, Une si longue lettre de Oui, de Mariam Maria Ba. Mapin. Voilà. Donc, vraiment, j'ai essayé d'avoir une bonne collection d'auteurs de classiques africains. D'abord, je me suis intéressée pour moi-même parce que je les connaissais de titre, parce que les gens en parlaient quand ils citaient des classiques. Et moi-même, je réalisais que je ne les avais pas lus, je ne les connaissais pas. Donc, je me suis d'abord intéressée aux classiques africains. Et un peu plus tard, après les classiques africains, les Soni Laboutansi, Yasmina Kadra, etc., je me suis intéressée en fait aux nouveaux auteurs africains. Parce que, par exemple, Alem Mbankou, on en parlait dans les médias français. Oui, il est connu, il est connu, il est connu. Voilà, il est connu grâce aux médias français. Donc, je me suis Voilà. intéressée à ce genre d'auteurs qui étaient cités dans les médias français. Et je veux dire, en fait, ma démarche vers la littérature africaine s'est faite comme ça par la relecture, en fait, par l'acquisition des classiques, la lecture des classiques. Et après, je me suis intéressée aux plumes féminines africaines. Euh, c'est plus récent, hein, donc des livres, y compris les livres de la diaspora, hein, comme les livres de Christiane Taubira, Leonora Miano, Chimamanda, Fatou Diom, voilà, des auteurs qui sont vraiment connus et qui sont cités en fait souvent dans des émissions de littérature française. Disons ça comme ça. D'accord, bah, non, mais c'est super. Et du coup, justement, comme tu t'es intéressé à tout ça, donc tout ça aussi, ça se retrouve dans la bibliothèque IMIA? Oui, j'ai fait en sorte que ça se retrouve dans la bibliothèque IMIA. Il faut dire que l'offre s'est vraiment enrichie. Hein. L'offre s'est vraiment Ah, enrichie non, mais d'accord. dans, au Est-ce cours que des. tu peux me dire, est-ce que tu as une idée de depuis quand? Ah, là, tu me parles de l'offre à IMIA, c'est ça? Je parle de l'offre de manière générale de littérature africaine. Est-ce que tu as justement, est-ce que tu sens vers quand tu as senti cet enrichissement? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu un moment boum où ça a proliféré? Ou non, tu Oui, penses plutôt que oui, ça a oui, été honnêtement, progressif je l'ai senti, je l'ai senti à partir du moment où il a commencé à avoir des prix, des prix Afrique. Ah, d'accord, les prix littéraires, ok, Voilà, des prix littéraires Afrique. d'accord. Et donc, il y a eu un peu plus de communication sur les prix littéraires Afrique et à partir du moment où il a commencé à avoir aussi des salons de littérature africaine ou alors de festivals qui se font un peu partout en Afrique. Hein. Donc, il y a de plus en plus de salons un peu partout en Afrique et donc, ça communique sur les réseaux sociaux et tu réalises que dans tous les pays, on essaye quand même de Oui, oui, mettre exactement. en exergue les livres des auteurs. Et
Je pense que ces prix Afrique ont permis de réaliser que en Afrique, on a beaucoup on a un boom en fait au niveau de la production littéraire. D'accord. C'est intéressant. Là, franchement, j'écoute attentivement. Surtout, ça me plaît ce que tu as dit, le fait de dire quand il y a commencé à avoir les prix, parce que du coup, moi, ça me pousse aussi à aller rechercher. Parce que là, pour l'instant, oui, mes informations viennent de chaque invité que j'interviewe. Mais là, ça me pousse parce que selon aussi chacune de vos réponses, tu vois, j'ai des pistes d'orientation pour approfondir, moi, le sujet. Et voilà. Et en parlant des prix Afrique, il y a d'abord une sélection. Il y a une sélection des livres. Donc, s'il y a une sélection parmi les auteurs africains, tu vois que l'offre est riche. Et après, il y a des livres qui reçoivent les prix. Il faut les lire, ces livres-là. S'il y a eu un comité, s'il y a, par exemple, la scène littéraire, scène avec C-E-N-E littéraire, ils font un excellent travail. Je crois qu'ils seront à la, je ne sais pas trop, peut-être la 5e ou plus, où ils décernent un livre, où ils décernent un prix Afrique à un auteur africain ou de la diaspora. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de regarder de ce côté-là parce que on a des spécialistes en fait qui décernent des prix, donc il y a des critères. Et ces livres-là sont souvent, je crois que j'en ai lu les 4 dernières années, les 4 derniers prix, et c'est toujours des livres très intéressants. Tu es satisfaite justement. Pour toi, vraiment, ils méritent leur... Voilà, et ce sont des sujets qui nous touchent en tant qu'Africains, qui nous parlent. Quelque chose avant qu'on aborde Igna, moi je suis en diagonale, hein, je peux pas suivre tout le monde exactement ce qui se fait, mais en tout cas je sais que apparemment tu es très sollicité par justement les jeunes auteurs gabonais. Moi j'ai ce sentiment, hein, que tu es devenu comme une référence, pourtant tu n'es pas auteur. Tu as ouvert une bibliothèque, mais j'ai l'impression que tout ce monde tourne autour de toi. Tu es une référence. Oui, parce que je suis une lectrice. Et bon, j'ai participé quand même. Je suis dans le livre Anto, c'est 12 plumes féminines. J'ai un peu prêté ma plume dedans et donc j'ai quelques poèmes dans ce recueil de poésie. Lequel? Voilà. Anto, ça s'appelle Anto, qui veut dire femme en langue omienne et du Gabon. C'est un recueil de poésie de 12 plumes féminines. Il est sorti il y a 2 ans. Nanda. Voilà. Donc, c'est elle justement qui a initié ce projet dont je parle. Ok, d'accord. Elle a initié dans le cadre d'un collectif. Elle fait partie d'un collectif qui s'appelle l'O Syndicat, qui sont des auteurs gabonais de la diaspora et qui m'ont aussi beaucoup permis de découvrir la richesse de l'offre gabonaise et la beauté des plumes gabonaises. D'accord, c'est génial. En fait, je crois qu'elle a voulu mettre en exergue des plumes qui n'ont pas déjà été publiées et qui, voilà. Il y a quelques auteurs connus dans ces 12 plumes, mais la plupart sont des plumes qui n'avaient jamais été publiées, à qui elle a donné l'opportunité d'être publiées. D'accord, c'est génial. Ça veut dire du coup que tu es co-autrice d'un livre. Donc, à ton actif, il y a au moins un livre. Voilà, il y a au moins un livre. J'espère qu'il y en aura d'autres parce qu'on me le demande. Ah non, mais ça j'en suis sûre, parce que c'est très intéressant de voir toute cette implication. Au final, tu es très impliquée justement dans le développement de la littérature gabonaise. Moi, c'est ce que je vois, là, d'après ce que tu viens de me dire. C'est ce que je fais. C'est une mission que je me suis donnée, de faire connaître la littérature africaine et gabonaise. Et chaque fois que j'en ai l'occasion, je présente les livres africains, je parle des auteurs gabonais. Et c'est vraiment, pour moi, c'est important de les faire connaître. D'accord. Franchement, c'est super. Du coup, par rapport à tout ce qui a été fait, bon, là, tu nous as parlé du syndicat des auteurs de la diaspora, des auteurs gabonais de la diaspora qui s'appelle l'O Syndicat. Oui, un collectif qui s'appelle l'O Syndicat, c'est pas le syndicat, c'est l'O Syndicat. Non, oui, l'O, j'ai dit l'O, parce que je sais, je vois à peu près. Voilà. Qui c'est. Voilà. Et donc là, d'ailleurs, dans une semaine, à partir du 10 juin,
il y a ce qu'ils appellent les poétudes. C'est Ah un oui, qu'ils font festival chaque en année ligne depuis de peut-être poésie. depuis le confinement, il me semble, non? Voilà, ça a été des projets du confinement, y compris Anto le livre. Hein, ce sont des projets du confinement et qui aujourd'hui, bon, qui perdurent et qui, pour notre bonheur. Et justement, Anto, où est-ce qu'on peut le trouver? Anto, on le trouve partout. Hein, en fait, je pense qu'il peut être acheté en ligne. Je pourrais te donner un peu plus d'informations dessus. Oui, oui, bien Après, sûr, oui, je veux bien que oui. voilà. Non, alors je suis franchement là pour Anto, c'est passé, c'est une info que j'ai pas vu passer. Bon après, voilà quoi, Voilà. Bon. chacun est dans Oui, sa on est roue, dans tous sa à machine, en train d'essayer de il faire n'est jamais avancer trop tard. ça. Il n'est jamais trop tard. Donc, ben, c'est cool, c'est très bon à savoir. Justement, les poétudes, ça consiste en quoi? En fait, c'est un festival en ligne où on invite voilà, les lecteurs, si tu as envie de lire un poème ou si tu as un poème à partager, euh, tu le partages en ligne pendant le festival avec un hashtag qui est donné. Cette année, ce sera les Poétudes 4, puisque c'est la 4e édition. Il y a un thème chaque année. Et il y a aussi des activités après le Covid. Pendant le Covid, c'était uniquement en ligne. Et à la sortie du Covid, il y a des activités qui se font par-ci par-là en présentiel. Par exemple, nous, chaque année, on en profite avec Nanda à IMIA à, à initier les enfants et les jeunes à la poésie. C'est super, ça. C'est Et super. donc, tout le monde est invité, en fait, soit en mode lecture d'un auteur africain ou un auteur que tu aimes, soit en mode un poème que toi-même tu aurais écrit et que tu partages. En fait, c'est vraiment un festival de poésie et les gens du collectif en profitent un peu pour présenter les dernières productions en termes de livres, euh, d'auteurs gabonais, auteurs africains. Et juste une petite parenthèse par rapport à toutes ces initiatives littéraires dont tu me parles. Moi, pour ce que je sais, je ne sais pas toutes les personnes qui sont impliquées, mais j'ai l'impression qu'ils sont tous de Port-Gentil. Je me trompe ou bien? Non, ils ne sont pas tous de Port-Gentil, mais il y a effectivement une grosse tendance, un esprit port-gentil, parce que la plupart ont passé du temps à Port-Gentil, sachant que Port-Gentil est une ville cosmopolite et que les gens du sud du Gabon venaient vivre à Port-Gentil. Mais ils ne sont pas tous originaires, mais ils ont des souvenirs de la ville de D'accord, Port-Gentil. Mais c'est vrai d'accord. que il y a une grosse tendance en fait de la ville de Sable dans, dans ce collectif. Mais ils ne sont pas tous de Port-Gentil. Juste pour les auditeurs, là je fais exprès, hein, je tiens à le faire savoir. Hein. Port-Gentil, c'est la deuxième ville du Gabon. Et c'est Port-Gentil, c'est la deuxième ville du Gabon, c'est la ville économique, c'est la ville du pétrole et c'est la ville de la culture. Parce qu'il ne faut pas oublier que Edda Mire Apinda avait initié, et on espère que ça va reprendre, euh, des, euh, des rencontres en fait littéraires dans cette ville-là. Et ça, justement, j'avais vu vite fait aussi. Et Les escales littéraires antillaises. d'accord. Et ça a été initié quand? Ben, ça a été initié, je pense qu'il y a bien une dizaine d'années maintenant. Hein. Ah ben, ben, pareil, alors j'espère. Alors si c'est il y a une dizaine d'années, donc non, ça c'est sûr, j'ai pas. Je pensais que c'était plus récent que ça. Donc Je ça pense c'est parce que je me souviens que peut-être un peu moins, mais c'est quand même quelque chose qui a au moins 6 7 ans parce que quand j'ouvrais IMIA il y a 10 ans, je me souviens qu'il y avait les premières escales littéraires, si je me trompe, entre 84 2000, 2014, donc peut-être que bientôt 10 ans en fait. d'accord, d'accord. Ben, du coup, là c'était très intéressant donc de suivre ce petit parcours, de faire découvrir aussi un peu au public la production, les initiatives qu'il y a au Gabon. Euh, C'est alors moi, bon, je vais pas me gêner, je vais le dire. Hein, je trouve que c'est encore très faible en termes de quantité, qu'il y en a encore très peu.
Mais je suis contente de voir comment les choses bougent, comment les choses avancent, de voir déjà qu'il y a des structures comme INIA. Il me semble que Nanda aussi a une bibliothèque, non? Qu'elle avait. Ça s'appelle ouais, le Maquis Bibliothèque, qui est une Voilà, donc, bibliothèque. Elle est spécialisée, sa bibliothèque à elle, elle est plutôt spécialisée sur les œuvres africaines uniquement. d'accord. Donc, ben, de voir déjà toutes ces initiatives, ben, voilà, c'est rassurant et je ne souhaite que du bon courage à toutes ces initiatives et qu'elles aillent loin, le plus loin possible, quoi. Donc là, maintenant, je vais te poser plus de questions sur la belle initiative qu'est INIA. Donc depuis le début, on parle d'INIA, INIA, mais les gens ne savent pas trop de quoi on parle. Est-ce que tu peux nous présenter INIA? Qu'est-ce que c'est qu'INIA? Alors, IMIA déjà signifie la connaissance en langue omienne et du Gabon. C'est une bibliothèque de proximité, c'est une bibliothèque de quartier qui se trouve en plein quartier populaire, en plein à 2 pas du plus grand marché de la ville de Port-Gentil, dont on a parlé. Et donc, l'objectif était d'offrir la lecture euh, au plus près, en fait, de ce dont le quotidien éloigne des livres, sachant que dans les quartiers populaires, très peu ont des livres, très peu s'intéressent à la littérature ou à la lecture. Donc, l'objectif, c'était vraiment d'apporter la littérature au plus près de nos populations, dans nos quartiers populaires. Et Et, donc, c'est un projet qui a maintenant 10 ans, qui a eu 10 ans là, au début de mai, officiellement. Et donc, c'est un projet qui, et tu au-delà de l'as la ouverte en lecture, 2013? il est ouvert en mai 2013, voilà, 5 mai 2013, officiellement, mais elle était déjà ouverte quelques semaines avant, mais officiellement, les portes ont été ouvertes le 5 mai 2013. Pourquoi précisément dans ce quartier? Pourquoi pas Alors, ailleurs? Pourquoi pas dans un autre quartier populaire? voilà, parce que ben, j'ai été longtemps loin de ma ville, Port-Gentil, et quand je suis revenue à Port-Gentil, euh, j'étais bien sûr professionnellement occupée, et donc, et quand l'idée d'ouvrir cette bibliothèque s'est imposée à moi en quelque sorte, parce que je me suis dit que j'ai beaucoup de livres dans ma bibliothèque, il fallait que ça serve au plus grand nombre. Et donc, j'ai eu l'idée de partager les livres. Au début, c'était des cartons de livres que j'emmenais au quartier. Pourquoi ce quartier? Parce que c'est là où j'ai grandi. La maison où se trouve la bibliothèque est ma maison familiale. Et donc, naturellement, Personne n'y vivait, elle était à l'abandon. elle était à l'abandon, et il fallait bien que je fasse quelque chose de cette maison. J'ai donc demandé l'autorisation de ma mère de l'utiliser. Et voilà, donc c'est la maison où ma mère et ma grand-mère m'ont élevée. Donc, pour moi, c'est la faire revivre, la faire revivre dans l'esprit où elle a toujours été, c'est-à-dire c'était une maison ouverte à tous, une maison de partage. Donc, je pense qu'elle ne pouvait pas avoir un meilleur avenir que celui d'être aujourd'hui à la bibliothèque IMIA. D'accord. Joli parcours, cette maison. Elle finit très bien, cette maison. Elle a une belle histoire, la maison. Elle a une belle histoire, elle a une belle histoire. C'est vrai qu'elle était complètement à des études. Et puis, pour la petite histoire, quand j'ai annoncé le projet au grand village, l'idée n'était pas très bien accueillie. Hein. Beaucoup m'ont dit pourquoi tu n'ouvres pas un bar pour nous faire plaisir, etc. Beaucoup, c'est Euh, qui? Des amis? voilà, donc, voilà. Tes amis, c'est Donc, ça? la famille, la famille élargie, parce qu'on grandit dans un quartier populaire, on est l'enfant de tout le monde. Hein. Euh, donc, il y a des anciens qui sont là, qui t'ont vu grandir. Et donc, tu te dis que tu vas avoir la bénédiction de ces anciens-là, mais bon, ils te Aïe, découragent. On te dit, personne ne lit ici, qu'est-ce que tu veux montrer, etc. aïe. Je suis restée dans mon idée. Hein. Ils avaient déjà dit le discours à ma mère, ils ont osé venir me le dire pour me décourager, mais bon, pour moi, j'étais persuadée que c'était important, surtout pour les jeunes, parce que je ne retrouvais pas la même niaque au quartier. En fait, j'avais l'impression que la nouvelle jeunesse qui était là était une jeunesse découragée, qui se disait, puisqu'on est au quartier, notre avenir est scellé,
autour, il y avait que des dealers et de la drogue, hein, il faut le dire, dans nos quartiers populaires. Ce qu'il y a de disponible, aujourd'hui, on dit les jeunes ne lisent pas dans nos quartiers populaires, mais en réalité, ils n'ont pas de disponibilité, ils n'ont pas de livres. Ce qu'on leur offre, voilà quoi. Ce qui est disponible dans les quartiers populaires, c'est la drogue, les bars, la prostitution. Donc, voilà. Et on s'étonne à ce qu'ils s'adonnent à ça. Donc, il vaut mieux leur donner une drogue. La nouvelle drogue, ce serait la lecture. Donc, voilà. Et pour moi, c'est un projet pour... c'est un projet de quartier. Donc, j'ai voulu vraiment que les personnes qui vivent là s'impliquent aussi dans ce projet. Que ça soit leur projet à eux aussi. Mais alors, pourquoi justement tu as eu ce déclic en 2013? Il y a eu un événement qui a fait... Parce que là, bon, là, tu es en train de dire à quel point c'est un quartier difficile. Tu parles de deal, tu parles voilà. D'alcool, de prostitution. Est-ce qu'il y a eu un événement qui a fait que tu t'es dit, là, le quartier ne va pas bien, il faut qu'on agisse? Qu'est-ce qui a fait que c'est en 2013 que tu as décidé de mettre le projet en place? En fait, en réalité, le projet, je l'avais peut-être un an avant ou 2 ans avant. En réalité, c'est pas un seul événement qui a fait le déclic, c'est plusieurs événements, dont le fait que, étant à nouveau de retour à Port-Gentil, je recevais chez moi mes neveux et nièces, et chaque fois que je faisais une dictée, par exemple, à mes neveux et nièces et à mes enfants qui étaient plus petits, je réalisais que mes neveux et nièces qui étaient au collège et les miens au primaire, faisaient beaucoup plus de fautes d'orthographe que les miens. Et je réalisais que les miens avaient la chance d'avoir des livres et que mes neveux et nièces n'avaient pas de livres. Et donc, c'est un premier déclic. Le deuxième déclic, c'est que je recevais beaucoup de courriers, en fait, des requêtes de la famille et des gens qui avaient censés avoir un certain niveau scolaire. Les lettres étaient truffées de fautes. Et aussi le fait que chaque fois que j'allais au quartier là-bas, au grand village, ou que je parcourais les quartiers populaires de Port-Gentil, je réalisais combien les jeunes étaient livrés à eux-mêmes, qu'il n'y avait rien en fait pour leur épanouissement intellectuel. Donc, c'est un certain nombre en fait d'événements comme ça qui m'ont en fait amené je pense, à cette idée-là. Et je pense que, voilà, à un moment donné, j'ai dû profiter d'une occasion pour quitter mon emploi, pour me donner complètement à ce projet-là, parce que vraiment, ça devenait comme une obsession pour moi, d'ouvrir un endroit où les enfants avaient autre chose que la rue, quoi. C'est vraiment génial. Donc, du coup, tu as quitté ton emploi pendant un moment pour... C'est pas un sacrifice, parce que vraiment, j'ai compris que j'étais... ça m'épanouirait plus, et c'est ce qui s'est passé. J'étais vraiment beaucoup plus heureuse d'épanouir avec ce projet. J'aimais bien mon travail, hein. J'étais quand même chef d'agence à CFAO Technologies, donc j'avais un bon travail. Je m'épanouissais dans mon travail aussi, mais c'était plus épanouissant pour moi de faire quelque chose pour les autres. D'accord. Et qu'est-ce que ton mari a dit quand tu as pris cette décision? Bon, il m'a pas vraiment interdit, mais il trouvait que je mettais beaucoup trop le cœur dans ce projet. Et après, quand tu as un partenaire qui est passionné, à un moment, tu comprends que tu ne peux rien faire, tu ne peux pas l'arrêter, quoi. Donc, il a dû adhérer. Et tes enfants, comment ils ont réagi? Ils étaient vraiment heureux, et ils me soutenaient dans ce projet. Ils étaient avec moi dans ce projet. Ils étaient contents de pouvoir partager leurs livres, de pouvoir faire des activités avec ceux qui avaient moins de moyens. C'était vraiment un projet de famille. Pour eux, c'était vraiment, par exemple, pour leurs anniversaires, on les organisait à la bibliothèque. Voilà, pour toutes les fêtes publiques, on essayait de faire quelque chose aussi pour les enfants du quartier, quoi. Donc, je pense que c'était un projet épanouissant pour toute ma famille, même s'il y a eu quelques frustrations, parce qu'effectivement, j'y ai vraiment mis beaucoup de passion. Et justement, quand on voit 10 ans après, dans la famille, bon, j'imagine que tes enfants t'encouragent toujours, mais 10 ans après, ton mari, tu penses qu'est-ce qu'il en pense? Qu'il pense vraiment que tu as fait le bon choix, ou qu'il se dit toujours... Non, je pense qu'il a vraiment compris que là, il me félicite, en fait. Il me félicite, il me dit vraiment bravo, c'est vraiment ton projet, et vraiment bravo.
Et donc, non, il me félicite aujourd'hui. Les premiers lecteurs de la bibliothèque, en fait, la bibliothèque, elle était ouverte pour tous. Quand je dis pour tous, ça veut dire toutes les tranches d'âge et même des personnes qui habitaient le centre-ville. Hein. Ça veut dire que c'était pas uniquement pour le quartier, c'est-à-dire c'était vraiment ouvert pour tous, sans procédure particulière. C'est-à-dire tu viens, tu t'installes, tu lis. Et donc, mais les enfants en ont fait leur deuxième maison. C'est pour ça quand on va sur la page Facebook de IMIA, on a l'impression que c'est une bibliothèque pour enfants. En réalité, c'est une bibliothèque pour tous. Mais les enfants ont vraiment accaparé ce lieu-là. C'était vraiment un lieu de bonheur pour eux. Et donc, il y avait plus d'enfants tout le temps là que d'adultes. Donc, mais c'est vraiment une bibliothèque pour tous. Il y a des adultes qui viennent et on a constaté au fil du temps qu'il y a aussi beaucoup d'enseignants d'école primaire et même de petites classes et des enseignants du collège, des écoles publiques qui viennent à la bibliothèque pour préparer leurs cours parce qu'on a vraiment des étagères, on a vraiment des outils pédagogiques et on a aménagé plusieurs rayons uniquement pour tout ce qui est scolaire. Et ça aide beaucoup. C'est pour ça qu'on dit que notre bibliothèque est plus qu'une bibliothèque. C'est vraiment un lieu de vie, un lieu d'amour, un lieu de partage. C'est pour ça qu'on a mis... Il me semble que ça propose les aides aux devoirs, non? Il y a de l'aide aux devoirs. Il y a un moment, il me semble qu'il y a eu un moment, en tout cas, ça proposait... Ça a toujours été comme ça. Dès le début, on a proposé l'aide aux devoirs parce qu'on a réalisé que les niveaux étaient très bas. Et donc, il y a de l'aide aux devoirs. Il y a des cours de soutien, parce que nous, on fait la différence entre l'aide aux devoirs et les cours de soutien. Parce que l'aide aux devoirs, c'est vraiment pour, c'est vraiment pour des gens qui viennent avec leur cartable le soir, qui dans le quartier n'ont pas un lieu tranquille pour étudier. Et on a des enseignants qui sont là pour les aider à faire leurs devoirs, un peu comme une substitution de papa et de maman à la maison. Et est-ce que tu as, enfin là maintenant, avec 10 ans de recul, mais même j'imagine qu'au bout d'un an, tu pouvais déjà avoir, au bout d'une année scolaire, tu pouvais peut-être avoir des résultats. Les enfants, du moins ceux qui fréquentent régulièrement la bibliothèque IMIA, est-ce qu'on a un résultat, une évolution sur leurs résultats scolaires? Et oui. Après, au bout de 10 ans, est-ce que tu sens un changement de l'image du quartier, est-ce que tu vois une évolution? Parce que là, maintenant, on est quand même à 10 ans plus tard, il y a quand même pas mal de recul. Est-ce que les conséquences d'IMIA, tu les vois au-delà de juste les quelques enfants qui fréquentent le lieu régulièrement? Est-ce que tu vois au-delà aussi dans le quartier? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les changements que tu sens que ça a pu faire? Je pense que les changements ont été immédiats. Déjà, dès le début, dès la première année, on a réalisé que il y avait moins de dealers. Hein. Oui. Et les témoignages de mais les parents enfants autour. qui venaient, c'était pas les dealers quand même. Pourquoi ça a diminué le nombre de dealers? C'est pas les mêmes enfants. Non, parce que j'ai fait venir des dealers, parce que j'ai donné on a organisé des cours comment on appelle ça, d'alphabétisation aux jeunes qui ont abandonné l'école. Et parmi ces jeunes qui ont abandonné l'école, il y avait des jeunes dealers. Donc, voilà. Et donc, on a réalisé en fait que on les a détournés de ce qu'ils faisaient. Ils s'intéressaient plus aux livres maintenant. Eh ben dis donc. Alors là, franchement, je suis surprise. Et là, je suis. Donc, ils ont accepté de venir, mais ils ont accepté de venir. Ils sont venus parce qu'on a su les attirer. On a su les attirer par quoi? On organisait souvent des fêtes à IMIA, hein, des goûters. On a organisé des goûters. On organisait. Mais les dealers s'intéressent aux goûters? Mais bien sûr, quand il y a de la bouffe. Ah non, quand il y a de la bouffe quelque part, tout le monde vient. Hein. Et donc, quand on organise des goûters, c'est ouvert. Hein. Quand je dis des goûters, ça peut être aussi vraiment des repas. De temps en temps, une fois par mois, on fait de vrais repas où on invite tout le quartier, tous les enfants à venir manger. Hein. Donc, ça, mais vraiment... on invite dans l'environnement de la bibliothèque avec les livres autour. Hein. Non, mais c'est trop fort, ça. Ben si. Et donc, voilà. Donc, on a organisé un certain nombre quand même d'activités pour les attirer.
vers la lecture. Donc, il y a eu du théâtre, il y a eu, de la musique. On nous a offert des instruments de musique. Donc, on avait un prof de musique qui donnait des cours de musique à IMIA. Il y a eu quoi vraiment, on a essayé d'avoir un certain nombre de la danse. On a fait de la danse avec des professionnels de la danse qui donnaient des cours de danse à IMIA, de la peinture, vraiment, on a de l'initiation au slam, de l'initiation à la poésie. On a essayé vraiment en fonction de la disponibilité des bénévoles et de leur talent, on demandait à tous de venir offrir une activité à IMIA. Voilà. Partager leurs compétences. Leurs compétences, voilà, leurs compétences, leur savoir-faire. Et puis, il faut dire qu'il y a quelque chose, je pense qu'avec du recul, qui a attiré en fait le maximum de jeunes, c'est que la première année de l'ouverture d'IMIA et la deuxième année, nous étions dans les années 2013-2014, on avait encore beaucoup de femmes d'expatriés à Port-Gentil. Et donc, ce sont des femmes qui étaient habituées au bénévolat. Et IMIA était une plateforme pour eux pour pouvoir donner leur savoir-faire, offrir leur savoir-faire. Et au Gabon, on n'étant pas encore dans l'esprit de bénévolat, n'étant pas encore développé, j'ai eu du mal au début à trouver des bénévoles locaux. Donc, c'était plutôt des bénévoles, des femmes d'expatriés qui venaient. Et donc, de voir dans ce quartier qui était, entre guillemets, considéré comme un quartier dangereux pour la communauté expatriée, de voir tous ces blancs, entre guillemets, c'est pas dans ce coin-là, ça éveille quand même, les gens se disent qu'est-ce qui se passe dans ce coin. Exactement. Et donc, ça attire tout le monde, en fait. Et surtout que nous sommes vraiment au bord de la rue et dans une rue commerciale très fréquentée. C'est vraiment... c'est une super histoire. Et justement, tu dis c'est une rue commerciale, donc c'est très fréquenté. Qu'est-ce que disent donc les commerçants? Est-ce que tu as eu un retour dès la première année ou je ne sais pas à partir de quand tu as eu les premiers retours? Qu'est-ce qu'ils en pensent? En fait, moi, je pense que les commerçants, au début, c'était une curiosité. C'était une curiosité. Et d'ailleurs, le mot bibliothèque n'était pas connu. Les gens rentraient souvent dans la bibliothèque en pensant que c'est une librairie. Qu'il faut acheter, il faut avoir de l'argent. Pour acheter. Donc, quand ils rentraient, qu'on leur disait non, c'est une bibliothèque, vous pouvez vous asseoir et lire gratuitement, ça surprenait. Mais alors, ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient intéressés pour acheter des livres? Voilà, pour acheter des livres. Et ils venaient plutôt demander des livres religieux. Parce qu'il faut aussi savoir que dans nos quartiers populaires, ce qui était développé, ce sont les églises éveillées. Donc, les gens venaient demander pour acheter des livres, la Bible, etc. Et donc, ils se retrouvaient là avec des rayons, ou alors pour faire une photocopie, ou acheter des cahiers, acheter des fournitures scolaires. On dit non, c'est une librairie, c'est pas une librairie, c'est une bibliothèque et c'est gratuit. Vous avez le droit de vous installer. On a le droit, ils étaient un peu surpris, quoi. Alors là, je coupe et je saute. Tu n'as pas pensé à faire justement une petite partie commerciale où justement tu peux vendre tout ce qui est les fournitures scolaires ou même des livres, etc. Tu n'y as pas songé? Si, j'y ai pensé. Mais avant de parler de ça, je voudrais revenir sur en fait ce que les jeunes, parce que la question d'avant, les fameux dealers que tu as réussi à ramener. Non, à part les dealers, en fait, le retour en fait sur le retour de ceux des premiers lecteurs, des premiers élèves en fait qui sont venus à la bibliothèque. Après 10 ans, à l'époque, la moyenne d'âge des jeunes lecteurs était de 11-12 ans, disons. Aujourd'hui, 10 ans après, ils ont 20 ans, quoi. Donc, la plupart ont passé le bac et ils sont reconnaissants à la bibliothèque. Et moi, j'ai un témoignage, en fait, avant le Covid, il y a 3-4 ans, j'étais à une conférence organisée par les étudiants gabonais de Cape Town et j'ai été là-bas, en fait, j'ai été là-bas pour parler du bénévolat, pour parler de l'importance du bénévolat. Et j'ai été agréablement surprise à la fin. J'ai 2 jeunes qui se sont levés en disant, et puis j'ai parlé aussi d'IMIA, et qui se sont levés en disant, presque les larmes aux yeux, on ne savait pas que c'était vous, l'initiatrice de cette bibliothèque. C'est grâce à IMIA que nous avons eu le bac. Et nous sommes maintenant étudiants en Afrique du Sud. Voilà notre récompense, en fait. Voilà notre récompense. De savoir que grâce à IMIA, il y a des jeunes du quartier populaire qui ont pu avoir leur bac. C'est ça notre vraie récompense. Donc, tu t'es retrouvé face à des enfants
que tu avais Voilà. très certainement vu à Imia 10 ans, enfin voilà, Oui, 6 ans, voilà. plusieurs années plus tôt, et qui Oui. sont étudiants, franchement, bien, en train de faire leurs études en En Afrique du Afrique Sud. du Sud. Et qui ont cette reconnaissance de dire que c'est ça IMIA, parce qu'il faut dire aussi que nous organisons à IMIA, en fait, nous aidons les enfants ceux qui sont en classe d'examen. On a des séances pour les préparer aux examens, etc. Hein. Donc, vraiment, on a la chance d'avoir des bénévoles qui sont aussi des professeurs ou des enseignants, des collègues. Et donc, on vraiment prépare les enfants aux examens et notre objectif, c'est vraiment de les faire réussir aux examens. Et donc, on a ces témoignages qui sont des témoignages qui font vraiment chaud au cœur, et aussi des témoignages d'enfants qui étaient à l'époque très, très tétanisés parce que dans le système scolaire des écoles publiques, le bâton existe encore. Et nous à IMIA, on a pour nous, c'est vraiment apprendre en s'amusant. Et au début, en fait, les parents autour dans le quartier ne réalisaient pas. Ils disaient que oh, là-bas, ça, c'est un endroit où ils ne font que rire, hein, et tout ça. Donc, ils ne comprenaient pas, en fait, notre méthode d'apprentissage. Donc, pour eux, on était vraiment des gens qui perdaient le temps, quoi. Il y a même des parents qui ont débarqué avec le bâton pour dire qu'il faut frapper l'enfant parce qu'il est bête, il est ceci, il est cela. Et donc, on a dû éduquer aussi des parents sur l'importance d'arrêter d'utiliser le bâton, voilà, et que ça traumatisait les enfants et qu'il fallait leur faire, en fait, présenter l'apprentissage comme un plaisir plutôt que comme voilà. Alors, franchement, avec tout ce que tu as dit, moi, j'aimerais maintenant savoir les autorités. Parce que tout ça, c'est toujours une initiative, c'est toujours indépendant, ou bien enfin les autorités donnent maintenant, apportent de l'aide, font quelque chose. Je suis curieuse. Non, IMIA, à part en plus d'être une bibliothèque, une ONG, hein, parce que j'ai vraiment une personne morale. Je ne veux pas que IMIA soit C'est une ONG? Viviane. Je veux que IMIA soit une ONG indépendante qui me permet. C'est une ONG, c'est une ONG. Nous D'accord, je avons tous pensais, les agréments, en fait, tous bon, les je documents savais pas que officiels. ça avait, d'accord. C'est un statut de ONG. J'ai voulu absolument lui donner un statut de ONG à cette bibliothèque. Ça me permet en fait d'adresser des courriers officiels pour demander des aides, par exemple. Et pour revenir sur l'idée d'avoir un coin de bibliothèque qui serait librairie, j'y ai pensé parce qu'à un moment donné, j'ai pensé qu'il fallait qu'il soit indépendant financièrement. Donc, j'ai pensé, et c'est comme ça que j'ai contacté une maison d'édition dirigée par une Gabonaise qui est en France. Et donc, j'ai commandé pour plus de 1 000 € de livres pour pouvoir en vendre une partie d'auteurs africains, d'auteurs gabonais et africains, et pouvoir avoir une marge pour le fonctionnement d'IMIA. Et donc, j'ai vraiment pensé avoir une activité commerciale à côté pour financer, en fait, les charges d'IMIA. Mais malheureusement, j'ai dû venir pour des raisons familiales vivre en Afrique du Sud. Et donc, c'est un projet qui est resté en stand-by et qui n'a pas vu le jour de manière effective. Et Donc, en là, fait, pour parler après des autorités, un stock de livres bloqué quelque part, enfin, qui est stocké quelque part à Port-Gentil. Non, ce stock de livres, malheureusement, avec mes générosité, j'ai offert beaucoup. Dans les rayons de la bibliothèque, j'ai offert beaucoup. J'ai très peu vendu, c'est vrai. Mais bon, je pense que le stock, avec le temps, c'est un peu épuisé. Bon, moi, ça m'a permis personnellement de découvrir des auteurs gabonais, parce que j'ai dû acheter des auteurs. Enfin, je lui ai juste demandé de me proposer tout ce qu'elle avait. Voilà. Donc, ça m'a permis de découvrir des poètes gabonais, des romanciers gabonais. Et puis, voilà. Donc, mais le projet n'est pas mort. Hein. Je pense que je vais le remettre à jour, peut-être sous une autre forme. Mais le projet d'avoir une partie. Voilà. Donc, bon. Au-delà de ça, je vends des livres d'auteurs gabonais pour faire leur promotion. Je lis laissez-nous quelques exemplaires, pas pour une poignée. Et puis, ça veut dire on les quand aide même que les gens qui vont à IMIA, ils peuvent
il y a un petit rayon, ils peuvent quand même acheter les fameux auteurs gabonais. Non, c'est pas un rayon fixe, disons que c'est occasionnel. Lorsqu'un auteur me confie ses livres et qu'il y a des gens qui viennent, je dis bon, on a quelques livres d'auteurs là, voilà. Donc c'est pas un rayon fixe, c'est vraiment à l'occasion. Et pour revenir après sur la question des autorités, il faut que je le dise directement, nous n'avons pas de soutien des autorités. Nous avons des soutiens de personnes, d'anonymes. Nous avons quelques associations comme le Lions Club qui, chaque année, depuis un certain temps, offrent des fournitures scolaires à nos enfants, aux familles défavorisées, aux enfants de familles défavorisées, et qui, à chaque Noël, organise un Noël pour nos enfants. Et puis, on a quelques sociétés qui, occasionnellement, font un don important de livres. Et puis sinon, ce sont vraiment des individus, ce sont vraiment des anonymes qui nous offrent des livres, voilà. C'est super ça. Mais donc depuis, alors pourquoi au bout de 10 ans, il n'y a pas encore d'aide des autorités? Ce serait tout à fait possible. Parce qu'avec le recul, surtout avec le recul, tu as quand même un recul, 10 ans c'est énorme, quoi. 10 ans d'activité c'est énorme, où l'utilité d'INIA est reconnue par tous. Donc là, ça devrait être d'autant plus facile bon, après, je ne sais pas quel genre d'aide il est possible. Franchement, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Donc, oui, en fait, voilà. C'est pas faute d'avoir demandé des aides. Hein. Par exemple, notre bibliothèque est dans une maison qui a un certain âge et c'est une maison en planche. Donc, on a souvent des problèmes, en fait, avec la pluie, avec la saison des pluies. Donc, régulièrement, on a des fuites d'eau, le toit qui doit être refait. Donc, on a déjà fait de gros travaux de réhabilitation, mais les besoins sont encore grands. On a besoin de réhabiliter complètement cette bâtisse qui est vieille et qui, voilà, et qui n'est pas très sécurisée, en fait, il faut le dire comme ça. C'est-à-dire qu'on, pour l'instant, on ne peut même pas climatiser, on a des ventilos. Donc, en saison, donc on ne peut pas aussi mettre trop par exemple, on a des projets de mettre des ordinateurs, etc. C'est assez risqué parce que c'est une maison, il suffit de donner un coup sur la fenêtre, c'est des fenêtres en planche. Hein, donc, on a la chance parce que notre plus grande richesse, c'est des livres et les voleurs du quartier, ça ne les intéresse pas trop de venir voler des livres. Donc, mais je suppose que si on met, on a le Wi-Fi par exemple à la bibliothèque pour les recherches, pour que nos jeunes élèves, nos lycéens aussi profitent de la belle plateforme qu'est Internet. Mais on ne peut pas mettre, par exemple, on a une télé, mais on ne peut pas mettre trop de choses de valeur dans cette bibliothèque parce qu'on sait quand même qu'on est dans un quartier populaire et que la bâtisse en elle-même n'est pas si sécurisée, Voilà. Donc, on ne veut pas non plus attirer trop de... Oui. Voilà. Donc, en fait, ce n'est pas faute d'avoir demandé. Il y a beaucoup de promesses, en fait. Il faut le dire, depuis 10 ans, nous avons beaucoup de promesses et très peu de réalisation. Donc, les gens promettent. Très peu de réalisation, ça veut dire qu'il y en a eu quand même? Oui, il y en a eu quand même. Par exemple, il y a des sociétés comme le Lions Club. Ils nous ont aidés, par exemple, à mettre des toilettes. Le Lions Club. Non, ce n'est pas les autorités. Voilà. Au niveau des autorités, il n'y a rien eu. Pour les autorités, je n'ai rien reçu au zéro. Zéro de chez même zéro. Pas de promesses. Il y a eu quelques promesses de la mairie au début, par exemple, mais rien n'a été fait. Après, pour les autres autorités, est-ce que c'est parce que je ne vais pas trop vers eux? Parce que j'insiste sur le fait que la bibliothèque est apolitique. Et vraiment, donc, je ne sais pas. C'est peut-être parce que je ne veux pas vraiment mêler la politique à cette bibliothèque, que je veux vraiment ouverte à tous, pas de religion, pas de politique, rien du tout. Donc, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais voilà. Donc, c'est au niveau des autorités, je n'ai reçu aucun soutien. Mais ne serait-ce qu'au niveau de la ville, moi, je pense que tu pourrais, surtout avec... Parce que quand je vois comment tu es entouré, tous les auteurs tous les gens, il y a plein de gens qui seraient prêts à te soutenir si tu je pense aussi, le problème, regardons, par exemple,
Oui. une lettre et puis tu vas déposer le projet Je à la pense que mairie. les courriers sont partis. J'ai fait des courriers aux autorités, à la mairie, comme je fais aux sociétés privées. Hein. Mais je pense qu'on a tendance à tout politiser au Gabon. Donc, lorsqu'ils vont venir faire une action, ça va être la télé, Ah, la je politisation, vois. la Je récupération, comprends etc. tout Donc, à moi, fait. j'évite ça. Voilà. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Ah oui, je comprends, oui, c'est que ça peut, l'une des difficultés, tu vois, moi, je suis pas sur le milieu, je suis pas sur le terrain, je veux dire, donc je ne sais pas, je n'ai pas conscience. C'est pour ça que je préfère que la bibliothèque évolue et fasse du bien à la population sans faire de bruit, sans trop faire de bruit. Et si après on a des autorités qui sont sensibles à ça, eh ben on fera avec. Mais pour l'instant, on évite en fait que ça soit une œuvre qui soit politisée, qui soit récupérée Mhm. quelque part. Je comprends très bien avec Parce le mot que surtout récupérer, je voilà, comprends tout à fait. voilà. Parce que c'est la tendance en fait, c'est-à-dire quand on politise tout, après on va dire que c'est elle qui a fait, c'est voilà, c'est donc non. Ok. Du coup, bon, je retrace, je vois, bon, je pense qu'on a dit pas mal de choses sur Imia. Alors, on va passer donc aux besoins pour l'avenir. Bon, tu nous en as plus ou moins déjà fait part. Par exemple, le toit, il y a les fuites d'eau. On est quand même dans un pays équatorial, donc on a des pluies, on a de bonnes pluies diluviennes qui nous bousillent les rues, qui nous bousillent. Donc, c'est vrai que si on n'a pas, si le lieu est vieux et qu'il n'a pas, et qu'il y a des travaux à faire, oui, c'est donc là, je vais te laisser t'exprimer sur comment tu vois les besoins. C'est peut-être pas aussi uniquement juste le bâtiment. C'est voilà, toi, Alors, dis-nous. donc, voilà, donc nous sommes à la 10e année là. On avait prévu faire des manifestations autour de ces 10 ans de la bibliothèque. Et on va peut-être le faire avant la fin de l'année quand même. La difficulté que nous avons à fixer une date, c'est parce qu'on est dans une année électorale au Gabon. Et donc, on ne veut pas trop s'engager sur une date où il y aurait peut-être des mouvements, etc. Mais pour ces 10 ans, en fait, on a un certain nombre de projets, c'est-à-dire déjà la réhabilitation de ce bâtiment-là. Et donc, j'adresserai des courriers aux différents acteurs économiques de la ville de Port-Gentil pour voir qui, c'est-à-dire que on ne demande pas à quelqu'un de venir forcément nous donner des millions. Hein, et dire si quelqu'un sait faire, c'est nous donner par exemple 3 planches, une autre sait faire la peinture, une autre sait, je sais pas, euh, faire un toit. On a le projet en fait de la réhabilitation déjà sur table, on a les budgets et après on demande un peu à chacun de participer. On a déjà mis en ligne une cagnotte Litchi pour la bibliothèque. Euh, L'objectif en fait de cette cagnotte, c'est de pouvoir en fait déjà réhabiliter la bibliothèque et faire aussi un petit événement pour marquer les 10 ans de la bibliothèque, c'est-à-dire qu'on va faire venir des auteurs gabonais, on va faire des activités éducative. Donc, on veut organiser quelque chose, en fait, pour, euh, pour marquer le coup, en fait, parce que 10 ans d'une bibliothèque Oui, c'est en plein quartier, beau. il faut soutenir le projet, il faut que le projet continue, quoi, en fait, au-delà de la C'est la plus fondatrice belle que œuvre je suis. socio-éducative de la ville, donc pour ne pas dire du pays, excuse-moi. Bon, Voilà. Donc, on veut vraiment essayer de marquer le coup et dire, et en fait, et dans les statuts de IMIA, on veut aussi, en fait, en faisant ça, pousser ceux qui auraient des projets équivalents et qui hésiteraient à leur dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, en fait, pour monter ce genre de projet. Il faut juste avoir l'envie de le faire et avoir vraiment cet esprit de partage. Parce que IMIA, en fait, on l'a ouvert avec très peu de moyens. Hein, et puis, on a commencé vraiment très petit. La maison en elle-même, on n'avait pas tout parce qu'elle était tellement dans un état dégradé qu'on a commencé vraiment avec une petite partie de 12 mètres carrés avant de l'agrandir. Donc, le message en fait qu'il faut retenir, c'est que avec le cœur, avec l'amour du prochain, on peut faire des projets pour les autres, on peut faire des projets pour la communauté. On n'est pas obligé d'attendre l'État, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir de grands moyens. je suis d'accord. Et donc là, les besoins que tu vois, Les besoins principaux, c'est vraiment les besoins de parce que on a des livres, mais les livres doivent être sécurisés.
doivent être dans un c'est endroit important, où ils ne vont pas prendre exactement. la pluie parce que des fois, on est obligé de bouger les livres parce que ça coule de ce côté. Oui, oui, oui. Donc, on a vraiment La besoin. priorité, c'est vraiment sur le bâtiment, c'est quoi. vraiment le bâtiment. Tout C'est-à-dire, à en fait, fait. on veut même agrandir parce que des fois, on organise des, des séances de présentation de livres, on organise, on a des activités d'éveil, on a les activités autour de la lecture et on invite en fait le maximum de jeunes à venir découvrir les livres. Donc, on a besoin parfois d'avoir un espace. Par exemple, l'année dernière, il y a une association qui nous a offert des livres qu'ils ont pu collecter en France. Et, et cette association, et ce sont des initiatives en fait qui nous font chaud au cœur parce que c'est la diaspora qui prend soin de la population. Euh, donc, c'est l'Institut Concorde pour ne pas la citer. Et donc, ce sont, en fait, et autour de ce projet-là, de leur don de livres, nous avons invité un orateur, ce qu'on appelle au Kambi chez nous, c'est un orateur de la tradition et qui est venu nous parler en fait de nos traditions autour de l'éducation, autour des mariages, autour de la loi africaine, des lois africaines. Et, et donc, on aimerait pouvoir inviter de plus en plus de personnes Oui, qui viennent en fait par leur connaissance nous transmettre un peu de ce que nous on n'a pas en fait, transmettre en fait les connaissances traditionnelles à notre jeunesse. eh ben, dis donc. En tout cas, on ressent bien, avec ce que tu dis, on ressent bien, euh, on voit vraiment mais l'utilité, quoi, et le potentiel, tout ce que c'est un projet à grand potentiel. On voit donc bien le besoin, hein, la population en a besoin. Mais franchement, j'espère que. Non, mais je pense déjà que ça va forcément aller en s'améliorant. J'y crois parce que bon, la conscience, les consciences s'éveillent, hein, petit à petit, Les consciences s'éveillent, ouais. Les et je consciences pense que c'est s'éveillent. Et un là, par processus. exemple, nous allons rentrer à la période de grandes vacances au Gabon, après les examens de fin d'année. Nous allons rentrer et nous avons chaque année, à partir du mois de juillet, ce qu'on appelle IMIA Vacances. Donc, c'est une série d'activités que nous offrons à la jeunesse pour les occuper sainement justement pendant les vacances. Et pour ça, des fois, on a besoin d'espace parce que, par exemple, pour l'activité cuisine, on installe un petit four, on fait, etc. Donc, on a besoin d'espace. Et tout ce sont des activités qui sont offertes par des bénévoles. On a, par exemple, l'apprentissage de nos langues locales. Euh, en fait, on essaie de mettre vraiment un emploi du temps qui occupe les enfants en même temps de manière ludique, mais aussi éducative. Eh ben, en tout cas, une chose est sûre, il y a du pain sur la planche, mais l'initiative promet, c'est un super beau projet. Moi, maintenant, je vais te demander si tu as un conseil par rapport un conseil ou un avis à donner à d'autres personnes qui aimeraient se lancer dans. Tu sais, il doit y avoir d'autres personnes qui rêvent de faire la même chose et même qui vont voir, quand ils vont voir ce que tu as fait, ce que tu as accompli, parce qu'il y a des conséquences mais notables, quoi, concrètes, comme ces enfants que tu as découverts en Afrique du Sud et qui étaient surpris de voir qu'ils avaient en face d'eux celle qui a ouvert la bibliothèque là où ils allaient étudier régulièrement et tout. Donc, est-ce que tu as un conseil à donner à d'autres mamans ou papas ou voilà quoi, d'autres personnes qui aimeraient Déjà, je suis disponible pour ceux qui veulent avoir mon expérience par rapport à ce projet. Je suis vraiment disponible. J'ai déjà été sollicitée par plusieurs personnes qui avaient des projets équivalents et qui hésitaient à s'y lancer. Et par exemple, la bibliothèque de Nanda, elle était venue vers moi, je lui ai conseillé et tout. Elle a ouvert cette bibliothèque. Et il y en a d'autres qui veulent pas, qui n'ont pas, enfin, qui passent pas à l'action, qui sont encore à l'idée. Et donc, moi, personnellement, je suis disponible, réellement disponible pour partager mon expérience et pour partager aussi, même donner des livres, quoi.
donner des livres pour des projets équivalents parce que je reçois des livres et donc je peux en donner. Je peux en donner. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, comme je l'ai dit, il ne faut pas attendre à voir beaucoup, en fait. Un petit local et puis vraiment l'envie de partager, l'envie de, de faire connaître, en fait, les livres, tout l'avantage, tous les avantages qu'on tire de la lecture. On peut commencer vraiment tout petit, hein. Même avec des cartons le livre, on s'installe. C'est comme ça que moi j'ai commencé, hein. C'est avec des cartons le livre, je me suis installée au quartier et puis avec un petit goûter, ils sont venus nombreux. Et donc voilà, on peut toujours à n'importe quelle échelle attirer. Et même quand, par exemple, pour ceux qui vont, par exemple, dans leur village là pendant les vacances, emmenez des livres avec vous, emmenez des livres jeunesse. Et s'il y a des enfants dans nos villages, ils vont s'intéresser, ils vont être curieux. Et ayez des initiatives comme lire des contes autour de vous. S'il y a un Malien en face, déposer quelques livres là-bas au salon de coiffure, déposer. Si vous avez des livres à la maison plutôt que ce soit des décorations, vous pouvez les offrir en fait dans ces lieux qui sont fréquentés, quoi. Non, mais c'est génial, ça marche. Midi, et notre conseil, c'est de dire aux gens de fréquenter les salons de livres, parce qu'on a des découvertes, on a beaucoup de jeunes auteurs qui écrivent des livres jeunesse, et on a des jeunes auteurs qui écrivent de la poésie, des romans, et donc fréquenter les salons des livres qui sont dans vos différents pays, vous serez de découvrir que l'offre s'enrichit. L'offre s'enrichit et voilà, il faudrait encourager ces jeunes lecteurs en se procurant leurs livres. Moi, j'ai vraiment une tendance à acheter des livres de jeunes, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit son premier recueil de poésie, qu'il soit au lycée ou au collège, ou les premières œuvres des auteurs, que ce soit jeune ou vieux, hein. Donc, j'ai vraiment cette tendance-là parce que je me dis, il faut encourager ceux qui écrivent. Oui, voilà, ceux qui font, enfin ceux qui débutent, il faut les encourager à... Ceux qui débutent, voilà, parce qu'on a tendance à lire que les grands auteurs, ceux qui sont connus, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de gens qui débutent, qui se lancent dans l'écriture. Il faut les encourager, il faut les lire. Donc, quand on me demande d'écrire, je dis, je suis d'abord une lectrice. Si un jour je dois écrire, j'écrirai. Merci Sylvie pour ce magnifique partage de parcours. C'était vraiment très intéressant, mais du début jusqu'à la fin, d'avoir pu remonter aussi loin, que ce soit en Afrique ou même en Europe, par rapport à la production de la littérature africaine et le parcours d'Imia. Franchement, tout ça, c'était mais super enrichissant. Et bon, le public, hein, on va laisser le lien de la fameuse cagnotte Litchi hein, en descriptif. Donc, le public, pour tous ceux qui aimeraient encourager cette initiative, vous avez une cagnotte Litchi. Vous avez la possibilité de contacter donc Sylvie via la page, toutes les pages. Il y a Facebook seulement pour Imia ou bien il y a... Facebook, il y a une page Facebook Imia. Il y a une page qui s'appelle aussi « Et sauver, lisons-nous » où j'offre la lecture de poèmes, je lis. Donc, ça s'appelle « Et sauver, lisons-nous » ou en vidéo, je fais des lectures de poésie pour adultes aussi. Et donc, c'est comme si on lisait une histoire du soir, mais aux adultes. Et donc, j'ai ma page personnelle qui est aussi une page Facebook. Je suis aussi sur Instagram. Et donc, vous envoyez un message, je répondrai. Avec plaisir. Vous avez entendu? On ne peut pas faire mieux, hein. Elle a bien dit. Elle est disponible. En plus, bon, moi, pour suivre, mais très, très rapidement ce qu'elle fait, je sais qu'elle est pas mal sollicitée. Beaucoup de gens vont vers elle, bon, notamment de la communauté gabonaise. On est les premiers à la connaître. Mais voilà, comme vous avez pu voir, où que vous soyez en Afrique, ailleurs, voilà. Même si vous êtes en Amérique latine. Le projet d'Imia peut être reproduit partout en Afrique. Hein. Le projet d'Imia peut être reproduit en Afrique, hein, partout, hein, dans nos villages, dans nos villes reculées, dans nos quartiers populaires, puisque le Gabon est à l'image de beaucoup de pays en Afrique. Donc voilà, vous
contactez Sylvie, vous contactez la bibliothèque IMIA, vous avez la cagnotte, vous savez comment faire. Maintenant, la balle est dans votre camp. Tous ceux qui ont cette envie, qui veulent s'inspirer de cette aventure pour faire la même chose, vous savez quoi faire. Tous ceux qui veulent encourager Allez, passez à l'aventure IMIA, l'action. vous savez quoi faire. Passez à l'action, passez à l'action. Avec très peu, on peut y aller. On peut y arriver. Non, mais c'est ça, c'est vrai en plus. C'est vrai. Du coup, Sylvie, ben, merci beaucoup pour tout ce temps accordé. Merci pour ce partage, pour avoir partagé ton parcours, tout. Non, c'était vraiment très enrichissant. Et ben, j'espère. Disposez pour un autre live, hein, n'importe quel sujet. Hein. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais moi, tout ça, c'est noté. Hein. Moi, c'est noté. Il faut faire attention. Moi, en ce qui me concerne, je sais que je vais revenir. Je vais te recontacter. Donc, c'est pas la première fois en plus que je te contacte. Donc, je sais que C'est pas la première fois. ça va On aura se d'autres projets. représenter. Bon, ben merci beaucoup. Et je te dis donc à bientôt, Sylvie. Merci beaucoup pour une meilleure Afrique. On est ensemble.